Voilà, Donald Trump et Vladimir Poutine qui font leur apparition devant les journalistes. Les journalistes qui sont venus du monde entier. On va écouter le président russe tout de suite. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos négociations se sont déroulées dans une atmosphère amicale et respectueuse. Ces négociations ont été bonnes et fructueuses et je voudrais encore une fois remercier mon collègue américain pour la proposition de visiter l'Alaska. Il est logique de se rencontrer ici parce que nos pays, bien que séparés par l'océan, sont voisins proches. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, lorsque nous avons quitté les avions, j'ai dit « Bonjour, mon voisin, mon cher voisin, il est très bien de vous voir en bonne santé. » Et je pense que c'est une bonne chose de le dire. Nous sommes séparés par le détroit de Bering. Il y a 2 îles. Et entre ces 2 îles, il y a seulement 4 kilomètres. Donc nous sommes voisins proches et c'est un fait. En fait, avec l'Alaska est liée une partie de l'histoire commune des États-Unis et de la Russie. Il y a beaucoup d'événements positifs qui se sont déroulés. Et ici, il y a un héritage énorme héritage de l'Amérique orthodoxe. Il y a des églises orthodoxes, il y a plus de 700 localités dont le nom est d'origine russe. Lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est en Alaska qu'a commencé la livraison de véhicules militaires dans le cadre du pré-bail. C'était un itinéraire important, mais les pilotes ont fait tout pour approcher la victoire et ont sacrifié leur vie pour cette victoire. Et j'ai visité la ville de Magadan et là il y a un monument qui est à mémoire aux soldats russes et soviétiques. Il y a un drapeau et je pense qu'ici il y a le même monument, un cimetière militaire. Là sont enterrés des pilotes soviétiques qui ont péri lors de l'accomplissement de cette mission héroïque. Nous sommes reconnaissants au pouvoir américain pour un comportement poli envers cette mémoire. Nous allons toujours nous souvenir de l'histoire de la coopération de notre pays et nous allons toujours nous souvenir du soutien américain à notre pays et je pense que cela va nous aider à construire de nouveaux liens dans les conditions les plus difficiles. Comme vous le savez, les rencontres russes-américaines ne se sont pas déroulées depuis 4 ans. C'est un grand délai. La période précédente était très difficile pour nos relations bilatérales et je dirais franchement, ces relations sont au plus bas niveau depuis la guerre froide et cela ne fait pas du bien pour nos 2 pays et pour le monde entier. Et il est évident que tôt ou tard, il fallait améliorer les situations et passer de la confrontation à la coopération. Et donc cette rencontre a été nécessaire et une préparation a été effectuée. Nous, la Russie et les États-Unis ont de bons contacts. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises par téléphone et, comme vous le savez, l'envoyé spécial du président américain s'est rendu plusieurs fois à Moscou et nos conseillers et les ministres des Affaires étrangères ont participé à ce processus. Comme vous le savez, l'une des questions importantes, c'est la situation en Ukraine. Nous voyons l'aspiration de l'administration américaine à contribuer à la résolution du conflit ukrainien. L'administration veut comprendre les origines de ce conflit et j'ai dit à plusieurs reprises que le conflit en Ukraine est lié aux causes sérieuses, aux problèmes sérieux pour la sécurité de la Russie. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nos peuples ont
beaucoup de choses communes et tout ce qui se passe, c'est une douleur pour nos deux pays. Et donc notre pays est intéressé à mettre fin à ce conflit. Avec cela, nous sommes convaincus que pour que ce règlement soit durable, il faut éliminer les causes profondes de ce conflit dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Il faut prendre en considération toutes les inquiétudes de la Fédération de Russie. Il faut restaurer un équilibre dans le monde et en Europe. Je suis d'accord avec le président Trump et il en a parlé aujourd'hui. Il faut assurer la sécurité de l'Ukraine et bien sûr, nous sommes prêts à y travailler. J'espère que la compréhension que nous avons eue aujourd'hui nous permettra de parvenir à cet objectif et j'espère que cela offrira la voie à la paix. Et j'espère que les capitales européennes vont comprendre tout cela de manière positive et ne vont pas poser des obstacles. J'espère que ces capitales européennes ne vont pas saper ce processus pacifique. Avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, nos échanges commerciaux ont commencé à augmenter. Nous avons une hausse de 20% et je dis que nous avons beaucoup de projets intéressants à mettre en œuvre. Notre partenariat en matière d'investissement et d'économie a un grand potentiel. La Russie a beaucoup de choses à proposer aux États-Unis en matière de l'espace, en matière de haute technologie. Nous avons parlé de la coopération en Arctique et du rétablissement de nos contacts en Extrême-Orient russe, entre l'Extrême-Orient russe et l'ouest des États-Unis. Donc nos deux pays doivent tourner la page de l'histoire et de retourner à la coopération normale. À la frontière entre les États-Unis et la Russie, il y a la ligne du changement de date. Là, on peut passer d'hier au demain et j'espère que nous allons le faire. Je voudrais remercier le président Trump pour l'atmosphère amicale. Il y a eu une aspiration à parvenir. Nous voyons que le président américain veut parvenir à cela, qu'il se soucie de son pays et je vois que le président américain comprend que la Russie a ses propres intérêts. Et j'espère que les engagements que nous avons atteints aujourd'hui seront un point de départ non seulement pour le règlement du problème ukrainien, mais sera la base pour le rétablissement de bonnes relations entre les États-Unis et la Russie. Et pour conclure, je voudrais rajouter une chose. En 2022, lors de nos récents contacts avec l'administration américaine, j'ai essayé de convaincre mon ancien homologue américain du fait qu'il ne fallait pas faire ce qui pourrait aboutir aux actions militaires. J'ai dit à mon ancien homologue que c'était une grande erreur. Nous entendons souvent du président américain que s'ils avaient été présidents, cette guerre n'aurait jamais été commencée et je pense que c'est bien le cas. Je pense que nous avons, avec le président américain, un contact amical et j'ai toutes les raisons de croire qu'en suivant ce chemin, nous pouvons attendre la fin du conflit en Ukraine et je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'était une discussion tout à fait approfondie et je crois que nous avons une discussion très sincère et nous avons pu travailler ensemble et nous avons pu combler certains fossés. Nous pouvons travailler de façon concrète. Nous avons parlé de l'OTAN aussi. Et je suis convaincu qu'il y a cette volonté et aujourd'hui le président Zelensky est informé de la discussion d'aujourd'hui et je suis d'accord avec le ministre des Affaires étrangères, M. Rubio, et l'envoyé spécial, M. Witkoff, et leur position
question et je vous remercie pour le travail qui a été fait. Le travail que vous faites est formidable et nous avons ici des représentants dans le domaine commercial et d'autres affaires. Et je comprends bien évidemment que si vous voulez travailler avec nous, nous attendons cela avec impatience. Nous voulons travailler avec vous. Nous voudrions achever ce conflit. Et aujourd'hui, j'ai eu une très bonne relation avec le président Poutine, avec Vladimir. Nous avons eu beaucoup de discussions difficiles, nous avons interféré sur ces questions, nous avons une compréhension et nous avons vu comment il faut traiter les choses. Et nous avons aussi, et nous comprenons bien que beaucoup de choses sont dites à propos de la Russie toujours, mais il y a des efforts criminels qui ont été faits. Mais évidemment, nous avons aujourd'hui la possibilité de travailler ensemble. Et je voudrais dire rapidement que je vais avoir des discussions téléphoniques avec les dirigeants. Je vais parler de ce dont nous avons apporté. Nous avons des discussions productives et je pense que le plus important ici, c'est que nous avons une chance. Nous n'avons pas encore eu un résultat, mais en tout cas, nous avons des chances avec le président Poutine et toute l'équipe qui est là. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont été abordées et je vois, il y a beaucoup de visages que je connais ici, ça me fait plaisir de les voir et de voir le patron ici. D'ailleurs, celui-là. Donc, nous avons eu de bonnes discussions tout ce temps et donc nous avons maintenant la réunion la plus productive et nous avons des milliers de personnes qui meurent chaque jour, chaque semaine et le président Poutine voudrait achever ce conflit comme moi. Et je remercie Monsieur le Président. Nous allons continuer à nos échanges. On va se voir très prochainement, je suppose. C'est une discussion très intéressante et je pense que nous allons en parler. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous tous. Merci beaucoup. On vient d'écouter la conférence de presse commune du président Poutine et du président américain Vladimir Poutine qui a évoqué à plusieurs reprises les relations bilatérales en citant donc ces relations importantes, en évoquant les soldats russes qui ont participé à la défense des États-Unis durant toutes ces guerres et plusieurs guerres, les rencontres nécessaires pour une résolution de ce conflit ukrainien qui devrait se poursuivre côté russe. En tout cas, c'est la promesse qu'a fait Vladimir Poutine à son homologue américain, et, en évoquant également cette question des causes profondes du conflit qui devraient être éliminées, en évoquant également des projets communs financiers et économiques qui devraient être mis en place après la résolution de ce conflit. Et Donald Trump, qui a suivi son homologue russe dans ce raisonnement, en évoquant également le travail qui devrait être achevé dans encore plusieurs domaines, mais il a dit, le président américain, que pour le moment rien de concret n'a été posé sur la table. Également, il faut mentionner que les journalistes n'ont pu poser aucune question aux deux dirigeants lors de cette conférence de presse. Donc on doute fort que pour le moment pas de résultat concret n'a émergé après ces pourparlers qui ont duré de plus de 3 heures en Alaska. Je reviens tout de suite vers Jérémy Bouy, notre invité de ce soir, pour évoquer et essayer d'analyser ensemble ce que nous venons d'entendre. Vous avez entendu le président américain évoquer tant de projets, tant de volonté et vouloir donner une chance à cette paix. Et juste avant, Vladimir Poutine qui l'a suivi dans ce raisonnement. Mais malheureusement, voilà, je pense qu'on peut le dire ce soir ensemble. Pas de résolution à l'horizon rapide de ce conflit. Rien ne émerge de ces pourparlers pour le moment. Jérémy Bouy, comment vous voyez cette
c'est pour parler et peut-être le futur que veulent donner les deux dirigeants à cette étape de paix. Je pense qu'il faut rester très optimiste. Ce qu'on vient de voir, là, le langage corporel, moi je n'ai pas le retour son, je me suis concentré sur la gestuelle de l'un et de l'autre, et j'ai vu beaucoup de camaraderie, de sourires, de clins d'œil. Donald Trump a appelé plusieurs fois le président Poutine Vladimir. Il a eu à un moment un geste et une attention particulière pour M. Lavrov. Donc là, je pense que c'est définitivement un nouveau chapitre qui s'ouvre de coopération, et évidemment, tout n'allait pas être réglé en 3 heures de réunion en Alaska. J'imagine d'ailleurs que si cette réunion a eu lieu, c'est qu'en amont, les équipes des deux côtés avaient déjà beaucoup travaillé, débroussaillé, défriché beaucoup de problèmes et avancé sur des données concrètes. Donc je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons au-devant de résultats vraiment probants. Donald Trump a dit aussi une chose sur laquelle je voudrais peut-être m'attarder 2 secondes avec vous. Il a dit que nous allons combler des fossés supplémentaires. On en a déjà comblé quelques-uns lors de cette rencontre avec Vladimir Poutine, et je ne tarderai pas à appeler Zelensky dès que possible. Est-ce que là, il va prendre la température côté ukrainien pour donner sa réponse finale à Vladimir Poutine, si oui ou non on va avancer vers la prochaine étape? On attend donc aussi un retour de Zelensky dans les prochaines heures. Mais je vais vous donner un avis très personnel qui n'engage que moi. Quelle température a-t-il à prendre? Est-ce que M. Zelensky aujourd'hui a l'envergure et le niveau pour se situer dans ce genre de réunion? Je pense qu'il est complètement dépassé. J'ai d'ailleurs une pensée pour le peuple ukrainien qui s'est fait promener par la précédente administration Biden, par les quelques dirigeants européens qui pendant 10 ans leur ont fait miroiter beaucoup de choses, une rentrée dans l'OTAN, une rentrée dans l'Union européenne. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Cette guerre n'opposait pas la Russie à l'Ukraine, elle opposait la Russie à l'OTAN, parce que l'OTAN a déclenché cette guerre face à la Russie sur le territoire ukrainien. Aujourd'hui, il revient à Donald Trump et Vladimir Poutine, entre deux grandes personnes, deux dirigeants de ce monde, de mettre un terme à ce conflit. Moscou a des choses à proposer aux États-Unis, et les États-Unis ont des choses à proposer à Moscou. C'est le message qu'ont fait passer les deux dirigeants, donc russes et américains. Est-ce que ces choses qu'ont à proposer l'un à l'autre, les dirigeants des deux grandes puissances aussi, dépendent du oui ou non final de l'Europe aujourd'hui? Est-ce que là, on attend, parce que la question des territoires a dû être évoquée, quoi qu'il en soit, c'est obligatoire. Sinon, ouais. On ne peut pas passer outre. Est-ce que vous pensez que là, on prend un temps de consultation, un temps de répit, avant de connaître un petit peu, de rassembler toutes les positions, de mettre les cartes sur table et d'avancer prochainement? Je pense pas. Je pense que l'issue est déjà connue. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu. Moi, je pensais qu'on partait vers une nuit d'échanges et de négociations. Et en fin de compte, la conférence de presse est déjà terminée. Donc, je pense que les accords sont déjà scellés. Le temps de la communication et des annonces viendra. Mais je pense que tout a été vraiment déjà validé. Je vais revenir à la réponse précédente. Ce n'est pas à l'Ukraine, à M. Zelensky de décider. C'est encore moins à l'Europe aujourd'hui qui, au niveau européen, a la légitimité et l'envergure pour s'immiscer dans ces pourparlers et prendre ces décisions. L'Europe aujourd'hui n'est plus invitée à cette table. J'évoquais tout à l'heure Yalta. Voilà, aujourd'hui, ce nouveau Yalta qui est en train de se dérouler sous nos yeux, le grand absent est le territoire européen, le continent européen dans son ensemble, par la faute de ses dirigeants des 60 dernières années. Donc le travail diplomatique qui va incomber aux deux puissances aujourd'hui, selon vous, Jérémy Bouy, c'est de préparer l'Europe et l'Ukraine à ce qui a été décidé ce soir en Alaska, oui, et non pas l'absence justement de décision politique et de volonté politique. Mais ce sont les dirigeants européens qui ont placé de facto leur nation dans cette situation de subordination vis-à-vis de vassalisation vis-à-vis des États-Unis. Donc c'est l'Europe qui s'est exclue elle-même de la table des négociations. C'est à l'Europe et au peuple européen aujourd'hui de reprendre leur destinée en main et de rebâtir une coopération multipolaire. Vous savez, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché quand j'ai commencé à m'intéresser à la géopolitique. Je crois qu'à son arrivée au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine a dit que l'effondrement de l'URSS avait été la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire du XXe siècle. Parce que malheureusement, le monde bipolaire n'a pas marché. Les deux blocs avec une frontière imperméable au milieu qui empêche les échanges n'a pas marché. La fin de l'URSS a fait basculer, encore une fois, les Européens, les libéraux, les atlantistes, dans une espèce de certitude, d'autoconviction de la fin de l'histoire. Les nations sortaient de l'histoire et on allait vers
un ordre mondial globalisé, évidemment sous l'hégémonie américaine, mais avec du libre-échange de partout, l'absence de frontières, l'absence d'histoire pour chaque peuple. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps de siffler la fin de cette récréation et de revenir aux fondamentaux, de revenir aux nations. Et enfin, donc, je l'évoquais, le bipolarisme n'a pas marché, le globalisme non plus. Nous devrions venir et basculer une bonne fois pour toutes dans des échanges, un monde multipolaire fait de nations qui, en fonction de leurs intérêts ponctuels, économiques, financiers, géopolitiques, stratégiques, basculent vers des affinités, des partenariats, des coopérations. Pour faire très simple, est-ce que pour vous, Jérémy Bouy, ce conflit en Ukraine est aussi la suite du démantèlement chaotique de l'URSS? Est-ce que vous pensez que c'est la suite? On assiste à cela et c'est ça que veulent prévenir finalement les deux grandes puissances. Évidemment, puisqu'encore une fois, je pense que rien n'avait été anticipé et les conditions dans lesquelles l'URSS a été dissoute et l'attitude des dirigeants de l'époque, de François Mitterrand, de Margaret Thatcher, des dirigeants du monde, encore une fois, cette notion de fin de l'histoire, elle était réellement ancrée dans les consciences de toutes les élites occidentales à ce moment-là. Donc on a pensé que la Russie disparaissait de l'échiquier politique et géopolitique international en même temps que l'URSS. Donc on n'a pas tenu compte de la Russie et on a pensé que la Russie allait d'elle-même s'intégrer plus tard, s'agréger en tant que simple wagon du grand train en marche de cette mondialisation heureuse. Alors qu'en fin de compte, on a oublié que la Russie était un vaste territoire gigantesque avec une histoire, que la Russie était une puissance géante et qu'on ne pouvait pas composer, qu'on ne pouvait pas recréer un ordre mondial sans intégrer la Russie en amont. Vladimir Poutine a parlé des engagements qui auraient été atteints, mais quels pourraient être ces engagements côté russe et côté américain, puisque Donald Trump parle déjà d'une possible rencontre, une prochaine rencontre qui se tiendrait bientôt. Est-ce que cette rencontre, cette fois-ci, impliquera l'Europe et l'Ukraine ? Je resterai sur ma position qui est de considérer aujourd'hui que l'Europe et l'Ukraine sont malheureusement, pour le coup aujourd'hui, seulement de simples wagons accrochés à la locomotive que sont les États-Unis et que c'est les États-Unis qui vont garder le leadership, la mainmise sur ces pourparlers et que les Européens ne seront que des spectateurs lointains pour faire des grands communiqués, des déclarations, des analyses sur Twitter, mais que je doute fort que les Européens soient à la fois présents physiquement et une capacité d'imposer quoi que ce soit pour la prochaine réunion et celle qui viendra encore après pour fixer le cadre global de l'accord dont vous avez parlé. Si on regarde les propos qui ont tenu les deux chefs d'État, les conditions dans lesquelles cette conférence de presse brève s'est déroulée, mais on sait que plusieurs experts disaient qu'au sein de l'administration américaine, il y avait peu de spécialistes du monde post-soviétique, de la Russie. Est-ce que cette rencontre était nécessaire finalement à Donald Trump ce soir pour mieux comprendre les causes de ce conflit, les causes profondes et la position russe? Est-ce que sans cette rencontre, on n'aurait pas d'avancée future? Une rencontre physique, personnelle. C'est évidemment une première pierre. Après, je pense que le président Trump est aujourd'hui très bien conseillé. Je crois qu'il a dans son administration et dans son entourage très proche des gens de grande qualité. Vous savez, je pense que les conseillers de la famille Bush, je ne vais pas revenir sur l'épisode de la doctrine Brzezinski, mais des âmes, je ne vais pas dire machiavéliques, mais ont mal conseillé beaucoup de présidents américains qui étaient très mal renseignés, qui ne connaissaient pas la Russie, qui ne connaissaient pas la nature et l'histoire de la Russie. Je pense que l'administration Trump ne fera pas l'erreur de s'engager dans des négociations sans avoir pris réellement le pouls et l'attention et la réalité des attentes de la Russie aujourd'hui. Ce que j'ai remarqué également, c'est que avant cette rencontre, c'était plutôt du côté de Donald Trump qui blâmait l'administration qui le précédait, donc l'administration de Biden, d'être la cause de ce conflit, de ne pas avoir pu le prévenir. Et aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui l'évoque pour la première fois, que c'est vraiment son équipe qui n'a pu rien faire face à cette administration donc démocrate qui faisait la sourde oreille pendant des années et des années en faisant échouer les efforts de la Russie face à l'OTAN. Mais Biden, pour ses 4 années de présidence, mais également pour l'ensemble de son œuvre et de sa carrière politique, a une immense responsabilité dans cette guerre, comme sont également directement responsables François Hollande et Angela Merkel,
qui se sont vantés d'avoir signé les accords de Minsk tout en sachant qu'ils n'allaient pas les respecter. Donc encore une fois, il y a eu des deux côtés de l'Atlantique, des dirigeants européens comme des administrations américaines, une volonté d'isoler la Russie, de l'acculer. Et malheureusement, le déclenchement de l'opération spéciale de 2022 n'a été qu'une conséquence de ces très mauvaises décisions politiques prises en amont. Aujourd'hui, compte tenu de la position de Zelensky, qui est une position extrêmement ferme face à tous ces efforts de paix entrepris par les États-Unis et la Russie, est-ce que vous pensez que un format Minsk peut être remis sur la table, puisque c'est ça les conditions qui ont été posées à Istanbul il y a presque 3 ans de là, c'est de revenir à Minsk. Est-ce qu'on peut encore revenir à Minsk aujourd'hui? Je pense pas, puisque Minsk n'a pas marché, et je pense que le président Poutine ne se fera pas avoir 2 fois. Et c'était peut-être aussi un clin d'œil vers ce format-là lorsque Donald Trump appelle Loukachenko aujourd'hui depuis son avion présidentiel. Est-ce que c'est pas cette révérence vers le format Minsk qui fait le président américain? Peut-être, en tout cas, ce mouvement et ce geste de Donald Trump en direction de Vladimir Poutine est un geste de manière élargie en direction aussi d'un nouvel ordre, puisque aujourd'hui la Russie a réussi en l'espace d'une vingtaine d'années, à agréger derrière elle, avec elle, autour d'elle, des puissances extrêmement fortes. Les pays BRICS, aujourd'hui, vous n'avez aucun projet à l'échelle de la Russie, de quelque ordre que ce soit, financier, économique, n'importe quelle nature, culturelle, qui n'implique pas ces partenaires stratégiques que sont la Chine, les pays ce qu'on appelle, nous, les Européens, le Sud global. Donc le président Trump, aujourd'hui, en allant en direction de Vladimir Poutine et en marchant en direction de la Russie, fait également un pas vers cette ramification et cette espèce de paix mondiale et d'apaisement et de rétropédalage, de retour en arrière. On sait que les États-Unis ont été directement responsables de coups d'État, de nombreuses révolutions, opérations de déstabilisation en Afrique, en Amérique latine. Et je pense que ces pays du Sud global aujourd'hui, qui sont agrégés derrière la Russie, vont profiter également de ce pas en avant historique et qu'on va, vers ce que j'évoquais tout à l'heure, en direction d'un monde aujourd'hui multipolaire. Merci beaucoup Jérémy Bouy pour votre analyse, pour ce décryptage. Vous êtes notre premier invité juste après cette conférence de presse, avoir un immense honneur et un grand plaisir. Analysé ce que viennent d'évoquer les deux dirigeants. Je rappelle, vous êtes un homme d'affaires et vous êtes un fonctionnaire du sport, un homme d'affaires spécialisé dans les fusions-acquisitions de sportifs à l'international. Merci beaucoup Jérémy Bouy. Merci à vous. Et on retrouve tout de suite notre envoyée spéciale en Alaska, Daria Vaganova, qui a assisté à cette conférence de presse et est prête, je crois, à l'heure actuelle, de nous en parler plus en détail. Bonsoir Daria. Alors certains diront que le résultat est maigre, d'autres y verront tout de même un espoir pour la paix. Quel est votre ressenti après avoir écouté les deux dirigeants ? Rebonsoir Oleg. La tenue même de ce sommet sur le territoire américain est déjà une grande victoire diplomatique pour les deux pays. Je rappelle qu'il s'agit du premier sommet russo-américain depuis 4 ans. La dernière fois que Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président américain, c'était en 2021, en juin à Genève avec Joe Biden, et c'est en 2019 que Vladimir Poutine a rencontré en face à face à Donald Trump lors de son premier mandat présidentiel. Mais revenons à la conférence de presse d'aujourd'hui. Il faut dire que la conférence de presse s'est déroulée à la surprise de tout le monde, sans les questions, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes russes, beaucoup de journalistes américains, et je crois que tout le monde avait envie de poser leurs questions au président, mais ce n'était pas prévu. Voilà, ce moment était assez inattendu. Le premier, comme l'invité, c'est Vladimir Poutine qui a commencé donc à commenter les négociations. Vladimir Poutine a qualifié de constructive et d'utile ces pourparlers avec Donald Trump et a aussi ajouté que c'était logique de mener cette réunion en Alaska. C'est un territoire particulier qui est situé, on peut dire, entre les États-Unis et la Russie. Je le disais aujourd'hui,
aujourd'hui à plusieurs reprises qu'il y a donc seulement 4 kilomètres entre la frontière russe et américaine dans certaines zones, voilà, entre l'extrême-orient russe et la péninsule d'Alaska. Et je le disais aussi qu'en 19e siècle, l'Alaska appartenait à la partie russe puis était vendue aux États-Unis. Et ces images où Vladimir Poutine a été accueilli à sa descente d'avion par Donald Trump, il y avait un petit échange de mots et Vladimir Poutine l'a expliqué lors de la conférence de presse qu'il a salué Donald Trump comme son voisin. Voilà, c'était le moment le plus amical, un des plus importants lors de cette conférence de presse. Il faut dire que Vladimir Poutine a dévoilé tout de suite que le sujet de l'Ukraine était au cœur des discussions et Vladimir Poutine aussi a regretté que les relations avec les États-Unis se sont dégradées au point le plus bas depuis la guerre froide. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez, les rencontres russes-américaines ne se sont pas déroulées depuis 4 ans. C'est un grand délai. La période précédente était très difficile pour nos relations bilatérales et je dirais franchement, ces relations sont au plus bas niveau depuis la guerre froide et cela ne fait pas du bien pour nos deux pays et pour le monde entier. Et il est évident que tôt ou tard, il fallait améliorer les situations et passer de la confrontation à la coopération. Et donc cette rencontre a été nécessaire. Cette conférence de presse a déclaré qu'il s'attend à ce que les capitales européennes ne créent pas d'obstacles ni tentent de perturber le progrès russo-américain qui sera atteint lors des négociations avec les États-Unis. Je propose d'écouter. J'espère que la compréhension que nous avons eue aujourd'hui nous permettra de parvenir à cet objectif et j'espère que cela offrira la voie à la paix. Et j'espère que les capitales européennes vont comprendre tout cela de manière positive et ne vont pas poser des obstacles. J'espère que ces capitales européennes ne vont pas saper ce processus pacifique. Quand c'était le tour de Donald Trump de commenter les négociations avec Vladimir Poutine, d'abord il faut souligner qu'il l'appelait comme Vladimir, pas Monsieur Poutine et pas Vladimir Poutine, mais Vladimir avec son prénom, ce qui signe, on peut dire, l'amitié ou au moins les bonnes relations entre les deux présidents. Donald Trump, il a qualifié cette réunion avec Vladimir Poutine de très productive. Écoutons. Et c'était une discussion tout à fait approfondie et je crois que nous avons une discussion très sincère et nous avons pu travailler ensemble. Donald Trump a également déclaré qu'il s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky, le chef du régime de Kiev, et ses homologues de l'OTAN pour les informer du contenu de la rencontre avec Vladimir Poutine. Trump a annoncé qu'il considérait les progrès considérables réalisés dans les négociations avec Vladimir Poutine et selon lui, de nombreux points concernant l'Ukraine ont été convenus et il y a de bonnes chances de parvenir à un accord sur le reste. Aussi, un moment important selon le programme. Tout d'abord, les deux présidents devaient mener des négociations en format étroit, selon le format 3+3, ça veut dire Vladimir Poutine, Sergei Lavrov, Yuri Ushakov, et du côté américain, Donald Trump, Marco Rubio et Steve Witkoff. Et après, les deux délégations devaient avoir les négociations en format élargi, ce qui n'a pas eu lieu. On ne sait pas de raison, mais les deux présidents, ont décidé de faire les déclarations devant les médias, devant les journalistes, sans répondre aux questions des journalistes. Mais quand même, le résultat est bon. Ce sommet, malgré tout, malgré les tentatives de l'Ukraine, de l'Europe de perturber ce sommet, et aussi un moment important que après cette conférence de presse, Vladimir Poutine a déposé une gerbe aux tombes des pilotes soviétiques qui sont enterrés près de cette base militaire. Regardez ces images.
Voilà, vous venez de voir les premières images de Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs le premier président russe qui s'est rendu en Alaska aussi, un moment très important dans l'histoire de la Russie et de la diplomatie internationale. La réunion, on peut la considérer comme une réussite, comme un grand progrès dans les relations bilatérales. Je crois que dans les jours à venir, nous allons savoir les détails des accords conclus lors de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, la première rencontre entre les présidents russes et américains, les deux pays qui sont obligés, qui doivent avoir de bonnes relations pour la sécurité dans le monde entier. Merci beaucoup Daria de nous avoir aidé à décortiquer les enjeux et les résultats de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Daria Vaganova en direct depuis Anchorage ce soir.